Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. It's very simple. We have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. C'est très simple, nous aimerions dire aux dirigeants américains que s'ils veulent que les combats s'arrêtent, il suffit d'arrêter de fournir des armes, ainsi tout s'arrêtera en quelques semaines, c'est tout, et ensuite nous pourrions négocier. Voici comment le président russe expose comment selon lui pourrait s'arrêter la guerre en Ukraine. Comprenez, laissez-moi écraser Kiev et après on discute, une vision qu'il a exposée au journaliste américain Tucker Carlson dans une interview de 2 heures enregistrée le 6 février à Moscou. Un entretien aux allures d'opération de communication organisé par le Kremlin et l'ex-star de la Fox, au cours duquel Poutine a réaffirmé vouloir dénazifier l'Ukraine, confirmé sa relation personnelle avec Donald Trump, pris ses distances avec un Joe Biden à qui il n'a pas parlé depuis février 2022, confié son admiration pour Elon Musk dont le réseau X est pourtant interdit en Russie, accusé la CIA d'être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream et enfin donné une leçon de démocratie aux États-Unis. Mais avant de commencer cet épisode, Jean-Marie, Alain, je vous propose d'écouter Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI et surtout voix toujours bien informée de notre podcast consacré à l'actualité politique américaine New Deal. Nous lui avons demandé qui était Tucker Carlson. Tucker Carlson a été un journaliste star de la chaîne Fox News. Il a été l'un des premiers à soutenir Trump. Il avait à l'époque, donc je parle des années 2016-2020, un positionnement vraiment très populiste, à la fois de droite sur les questions d'immigration, mais aussi de gauche sur les questions de libre-échange. Il voulait vraiment qu'on revienne à un protectionnisme pour protéger la classe ouvrière ou la classe moyenne américaine. Il a été un petit peu trop loin en 2020 et 2021 parce qu'il a soutenu à l'antenne la théorie de la fraude électorale, notamment par les machines à voter de la firme Dominion, une fraude électorale qui aurait été orchestrée par les démocrates pour voler l'élection à Donald Trump. Or, l'entreprise Dominion a porté plainte contre Fox. Fox a été condamné à une amende vraiment monstrueuse. De tête, c'était 787 millions de dollars. À la suite de quoi, la chaîne Fox News, donc, a remercié Tucker Carlson, qui n'est plus sur la chaîne aujourd'hui. On a pu croire à l'époque que Fox allait se recentrer, mais en l'occurrence, ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce que pense Tucker Carlson, vous pouvez regarder sa propre chaîne. Il fait des vidéos sur YouTube et où il dit toujours la même chose, c'est-à-dire un positionnement radical d'extrême droite très pro-Trump aux États-Unis. Un journaliste engagé, très engagé, donc, qui a affirmé qu'il était un des rares à oser interviewer Vladimir Poutine. Pourtant, de nombreux journalistes occidentaux ont sollicité un entretien avec le président russe, mais le Kremlin a préféré privilégier ce journaliste américain d'extrême droite, considéré comme un ami de la Russie. On est donc clairement dans un exercice de communication, Alain. Ah oui, on est dans un exercice de communication. Je ne sais même pas si on peut qualifier, c'est très gentil et généreux de qualifier Tucker Carlson de journaliste. C'est une sorte d'animateur de l'ultra-droite américaine, comme il y en a beaucoup. Il est multimillionnaire, naturellement, et d'ailleurs, il affiche comme ça cette sorte de physique bien à l'aise avec lui-même, en blazer bleu marine en permanence et mocassins à pompons, qui est déjà, si vous voulez, une sorte d'aristocratie comme ça, de sachant, méprisant le reste de la population. Je crois qu'il s'entend très mal avec Trump sur le plan personnel, mais il a choisi comme créneau le Trumpisme et il est allé effectivement assez loin puisqu'il a été un des principaux propagateurs de ce mensonge énorme véhiculé par Trump, comme quoi l'élection a été volée. Et 65 à 70% des électeurs républicains le croient toujours et pensent que le président Biden n'est pas légitime. Je citais en introduction les propos de Poutine sur la fin de la guerre. Ça nous permet d'y voir plus clair sur ses objectifs. Un peu comme l'évoquait Giuliano D'Ampoli à ce micro récemment, il ne s'agit pas vraiment de garder les territoires de l'Est de l'Ukraine, mais plutôt de renverser le gouvernement actuel pour le remplacer par un régime pro-russe. C'est bien ça qu'il dit entre les lignes, Poutine. Oui, pas seulement entre les lignes. Si on se réfère à d'autres discours de Vladimir Poutine avant cette interview, il dit ça explicitement. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas. C'est un État artificiel. Et pour lui, la démocratie
aujourd'hui en Ukraine n'est pas la démocratie, c'est le fruit d'un coup d'État de la CIA et des États-Unis qui ont imposé le gouvernement de Zelensky contre un gouvernement ukrainien qui, au contraire, se serait volontiers satellisé vis-à-vis de la Russie et qui aurait été en gros ce qu'est la Biélorussie aujourd'hui par rapport à Moscou. Donc ça n'est vraiment pas nouveau. C'est principalement ce qui a échoué d'ailleurs, puisque l'invasion de l'Ukraine est conçue comme un mouvement rapide, une sorte de blitzkrieg qui va consister à arriver très vite à Kiev pour en chasser Zelensky et mettre en place un gouvernement fantoche. Je pense que de ce point de vue-là, nous n'avons rien appris, sinon qu'en face de lui, il n'avait pas en effet un journaliste, mais un animateur, qui est aussi, pour moi, une des illustrations de la complicité objective, comme aurait dit le Parti communiste à une époque, entre Trump et le camarade Poutine. Leurs destins sont liés. Le destin de Poutine, victoire ou défaite, est lié à l'élection ou non, la réélection ou non de Donald Trump. Si Donald Trump l'emporte, il est à craindre que Vladimir Poutine ne soit vainqueur sur toute la ligne parce que Trump incarne une ligne américaine qui favorisera les intérêts russes. Non seulement les intérêts du pouvoir russe, mais aussi les intérêts économiques de la Russie. Oui, parce qu'il joue vraiment sur ça, il joue vraiment sur le coup de cette guerre pour les États-Unis. Il insiste sur le fait que si les États-Unis arrêtent de fournir des armes à Kiev, la Russie peut gagner. Donc, en gros, c'est Élysée, Donald Trump, et puis la guerre s'arrêtera, Alain. Oui, alors la guerre coûte pas particulièrement cher aux États-Unis puisque l'aide américaine à l'Ukraine, elle est substantielle, mais en pourcentage du budget américain ou du produit intérieur brut américain, c'est pas grand-chose, c'est 0,5% du produit intérieur brut américain. Donc il en va de même d'ailleurs de l'aide européenne, mais vous trouverez toujours des démagogues ou des populistes ou des pro-Poutine pour vous dire que c'est une aide substantielle. Écoutez, essayons de prendre ce que dit le président Poutine au sérieux. Après tout, il faut toujours le prendre au mot. Il dit deux choses sur l'Ukraine. Il dit « nous allons gagner » ou plus exactement, il dit « nous ne pouvons pas perdre ». Une défaite est impossible. Une défaite est impossible. Bon, c'est pas forcément un constat erroné. Si vous regardez la confrontation entre la Russie et l'Ukraine, vous avez d'un côté un pays pauvre, très pauvre même, qui est l'Ukraine. Si vous cherchez le PIB par habitant de l'Ukraine, il faut descendre très loin dans la liste des 193 pays qui, en dehors de l'agriculture, n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui a un problème démographique encore plus important que celui de la Russie. Vous avez 40 millions d'habitants. Et puis de l'autre côté, vous avez un pays potentiellement le plus riche du monde, puisque que ce soit l'agriculture, les métaux précieux, je ne parle pas même pas des hydrocarbures, mais absolument tout le spectre des métaux précieux se retrouve dans ce plus grand pays, qui est le plus grand pays géographiquement de toute la Terre. Et une armée aussi, qui est une armée très puissante, qui a été réorganisée en un an, qui est appuyée par de multiples pays qui, au fond, la Russie n'est pas isolée diplomatiquement, la Russie n'est pas isolée économiquement, c'est l'échec des sanctions, c'est l'échec des Occidentaux à convaincre le Sud global que cette affaire est très importante, que celle du respect des frontières. Voilà, vous avez donc un pays qui est en position de force face à un pays qui commence à être abandonné par les États-Unis. Je ne vois pas d'autre mot. Depuis novembre, on nous avait promis que l'aide américaine finirait par trouver une majorité au Congrès. Et puis ça a été décembre. Et puis ça a été janvier. Et puis ça a été février. Et maintenant, elle est bloquée. Elle est bloquée par les républicains au Congrès. Ça ne marche pas. Le président Biden n'arrive pas à trouver cette synthèse parlementaire sur 3 sujets, et tout ça doit être emballé en même temps: l'aide à Israël, le renforcement de la police des frontières à la frontière sud des États-Unis et l'aide à l'Ukraine. Et donc voilà, l'aide à l'Ukraine, elle ne vient plus des États-Unis pour le moment. C'est ça la perspective d'avenir. Et comme le dit Poutine, nous ne pouvons pas perdre, et les Occidentaux commencent à le comprendre. Alors parlons-en. La question est de savoir parler de quoi ? Poutine non seulement a envahi un pays, mais il a déclaré que toute une partie de ce pays, ce qu'il avait réussi à conquérir, c'est-à-dire cette grande bande frontalière entre les deux pays, le Donbass, c'est maintenant le territoire de la Russie. La monnaie, c'est le rouble, le droit, c'est le droit russe, la langue ukrainienne y est interdite, les livres d'histoire, ce sont les livres d'histoire imposés par la Russie, par le pouvoir russe, par le pouvoir de Poutine, qui nie
la réalité d'un patriotisme et d'un peuple ou d'une nation ukrainienne. Après tout, les peuples et les nations se forgent souvent en dépit des appartenances ethniques ou linguistiques. C'est comme ça. Et vous évoquiez tout à l'heure la réponse de Poutine à Zelensky et les revendications de l'Ukraine. C'est le résultat d'un coup d'État fomenté par la CIA. Depuis les manifestations de la place Maïdan en 2014, il y a eu 7 élections générales en Ukraine. 7 élections libres, certifiées par tout le monde, les Européens, l'OCDE, mais aussi d'autres organismes d'ailleurs dont les Russes font partie. Cela a été des élections libres. Elles ont toutes confirmé la volonté de l'Ukraine de se tourner vers l'Occident et de quitter la zone d'influence russe. Voilà ce qui s'est passé. Juste pour préciser, par rapport à ce que vous dites et sur la manière dont Vladimir Poutine voit l'Ukraine, il a évidemment commencé son entretien par un cours d'histoire interminable, près d'une demi-heure. Il a évoqué l'idée que l'Ukraine est un État artificiel, vous l'avez dit Jean-Marie, constitué de territoires pris sur la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Et puis, il a terminé son entretien avec une anecdote. Il raconte que des soldats ukrainiens auraient été encerclés, la Russie leur aurait proposé de se rendre, mais ils auraient répondu en russe que les soldats russes ne se rendaient pas. Une manière de dire que les soldats ukrainiens se considéraient comme des Russes et que l'Ukraine, finalement, c'est la Russie. C'est une anecdote significative. Il n'a cessé de le dire, nous ne devrions pas être surpris. Et il suffit de se reporter à l'essai historique qu'il commet en juillet 2021, donc pas longtemps avant que ses armées n'entrent, en février 2022, n'entrent en Ukraine, dans lequel il répète la même chose. Le peuple ukrainien n'existe pas, ce sont des Russes. L'État ukrainien, lui, est une bêtise commise par les bolcheviks. Comment on négocie après? Et de quoi parle-t-on? Comment on négocie? Il a répété ce qu'il avait dit en décembre et en janvier dernier, c'est-à-dire désarmer l'Ukraine, neutraliser l'Ukraine. Ça veut dire quoi, la neutralité de l'Ukraine? Elle a le droit d'entrer dans l'Union européenne, elle a le droit d'entrer dans l'OTAN. Vous imaginez que les Ukrainiens vont pas accepter ça en ce moment. Donc, il pose la question d'une reddition de l'Ukraine. Ça veut dire qu'il n'a renoncé à rien. Et quand il dit dénazifier, et il l'a redit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois avoir à Kiev un pouvoir à ma botte. Un jour viendra un moment de la négociation, mais pour le moment, je vois mal ni l'une ni l'autre des parties en guerre cesser le combat, faute d'imaginer un terrain d'entente. Ce jour peut venir de la réélection de Trump, précisément. C'est bien là qu'est le danger, qui ferait d'ailleurs se retourner dans sa tombe le camarade Ronald Reagan, parce que Reagan a été toute sa vie l'artisan de la bataille décisive face à l'Union soviétique, et aujourd'hui on essaierait de reconstituer soit l'Union soviétique, soit la Russie tsariste, parce que c'est ça un peu que Poutine a en tête. Et donc il ne faudrait pas considérer que, une fois cette victoire, si elle survient engrangée, Poutine s'arrêterait là. Il ne s'arrêtera pas là parce que son idée, c'est bien de reconstituer une sorte de grande Russie et donc d'en passer aussi par l'éclatement ou la dissolution de l'Union européenne à travers l'appui qu'il peut donner aux différents partis d'extrême droite en Europe qu'il soutient par l'argent et par toutes sortes, et qu'il soutiendrait bien davantage encore s'il en avait l'occasion. Il faudrait surtout pas considérer que les choses s'arrêteraient là, d'autant que dans l'exposé des motifs de Poutine, il y a toujours cette référence aux populations russophones. Et les populations russophones, évidemment, elles sont nécessairement, à ses yeux, ce sera très facile pour lui de dire mais elles sont maltraitées à Riga ou en Estonie ou en Lituanie ou que sais-je encore. Et donc donner par là prétexte à des actions de plus en plus menaçantes. Donc il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre ce qui se joue en ce moment et ne pas limiter tout cela au terrain ukrainien. Partant de ce constat, partant de la vision que Vladimir Poutine a de l'Ukraine, que peut-on penser de ses propos quand il répond à Tucker Carlson sur une possible invasion de la Pologne et de la Lettonie? Il dit « on ne va pas y aller parce que nous n'avons pas d'intérêt, ils n'ont aucun souci à se faire, on va attaquer la Pologne que si elle nous attaque ». Est-ce que ce sont des paroles qu'on peut croire et auxquelles on peut accorder du crédit, Alain? En ce qui concerne la Pologne, oui, je vois mal la Russie s'en prendre à la Pologne, qui est un pays qui dispose d'une armée très puissante, d'une économie solide, qui fait partie de l'OTAN, qui serait donc immédiatement protégé par, en principe, les mécanismes de l'article 5 de l'OTAN. La Lituanie, on peut être plus sceptique. Sauf si Trump est au pouvoir, encore une fois, parce que l'OTAN et l'article 5 n'existent plus si Trump revient au pouvoir. Il l'a clairement signifié et clairement redit.
Même si, en effet, la Pologne est riche de son armée, est riche de son intégration dans l'Union européenne, ainsi de suite. Mais les pays baltes seraient les premiers à souffrir parce que les populations russophones sont importantes. En Lettonie, il y a 40% de russophones. C'est pour ça qu'il a évoqué les pays baltes. Il peut toujours s'avancer, et on peut très bien l'imaginer. Le KGB est aussi efficace que la CIA pour ça. Une protestation contre la situation qui est faite aux russophones dans un des 3 pays baltes, et évoquer cela. Il y a un point sur lequel je veux revenir qu'on n'a pas abordé. C'est voilà un journaliste qui va interroger un chef d'État qui emprisonne les journalistes, quand il ne les fait pas assassiner, mais aussi qui emprisonne un journaliste américain, respecté par toute la profession, 2 journalistes américains, mais un qui est particulièrement... Evan Gershkovich. Qui est là depuis 11 mois en prison, accusé d'espionnage. Et quand il l'interroge à ce sujet, Poutine répond « Oui, je sais, il y a des conversations, les Américains savent très bien ce que nous voulons en échange. » Autrement dit, on est là face à une prise d'otage. Il n'y a pas d'autre mot. Il avoue, il reconnaît que c'est une prise d'otage, à partir de laquelle, sans doute, il nous donne ensuite des leçons de démocratie. Et je voudrais parler d'un autre journaliste, russe celui-là, Karamouza, condamné à 25 ans de camp, actuellement emprisonné dans la colonie pénitentiaire la plus dure, située en Sibérie, à l'isolement, dans une cellule, 24 heures sur 24 éclairée, et dans l'impossibilité de parler 15 minutes tous les 6 mois avec les membres de sa famille qui vivent aux États-Unis. Et donc voilà l'homme d'État pour lequel notre soi-disant confrère Tucker Carlson a manifesté invraisemblable obséquiosité. Vous insistez souvent sur le fait que l'élection de Donald Trump serait une clé pour la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine. En revanche, quand il est interrogé sur la prochaine élection et sur le prochain locataire de la Maison-Blanche, il explique qu'en matière de relations entre Washington et Moscou, l'identité du prochain président n'aurait aucune influence. Il dit « Ce n'est pas une question de qui est le dirigeant, de la personnalité et d'une personne en particulier ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Lorsque l'on fonctionne dans un régime international normal d'échanges diplomatiques, c'est le vocabulaire obligatoire. On dit oh, je ne me mêle pas des affaires intérieures de l'autre pays, ou bien je n'ai pas d'attache particulière vis-à-vis de tel ou tel dirigeant. Ce sont les relations entre États qui comptent. C'est le retour au discours ultra classique et, j'allais dire, paisible et rassurant. Sauf que rien n'est paisible ni rassurant dans l'attitude générale de Vladimir Poutine. Donc il ne faut pas prendre ça pour le coup, il ne faut pas trop s'y arrêter parce que ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des liens entre Poutine et Donald Trump et que Poutine a un intérêt évident à la victoire de Donald Trump et que Donald Trump attend avec impatience de pouvoir lui reparler en tant que de puissance à puissance ou d'égal à égal. Alors si Joe Biden et Poutine ne se sont pas parlé depuis février 2022, le président russe a assuré que les canaux de communication entre Russie et États-Unis étaient toujours ouverts. Ça, c'est une chose dont vous nous parlez souvent, Alain, à ce micro, c'est-à-dire que les différentes administrations se parlent et ça, c'est très important pour la stabilité entre ces 2 pays. Oui, c'est important puisque la Russie est sans doute la plus forte de toutes les puissances nucléaires de la planète et donc il y a 1 ou 2 canaux de communication, c'est-à-dire des coups de téléphone entre les 2 ministres de la Défense, mais aussi entre les 2 chefs d'état-major. Et donc ça, c'est intéressant de voir que Poutine le confirme et d'une certaine manière, c'est plutôt rassurant. Il visait aussi à rassurer à travers cette interview le public américain. Et il vise aussi à adresser un message au public américain en disant votez pour Donald Trump. Voilà. Donc je pense que dans pas mal des propos de Poutine, il y a aussi ces messages qui sont directement adressés à l'opinion américaine. Alors c'est une vraie question. Plus qu'à l'opinion russe elle-même. Pour vous, il parle plus aux Américains qu'aux Russes avec cette Sur interview ? ces sujets-là, oui. Quand il adopte ce ton-là, oui, pour dire regardez, c'est la vie normale. On nous dit qu'on agresse et ainsi de suite. Mais non, c'est la vie normale. On continue à se parler et on se parlera d'ailleurs davantage avec Trump. Donc je pense que c'est vraiment un message pour l'opinion américaine. Pour finir, une question peut-être un peu anecdotique, Alain, mais on a beaucoup vu Vladimir Poutine sur des tables de 20 mètres de long pour parler à ses interlocuteurs. Là, j'étais assez surpris, moi, en voyant les images de l'interview, de la proximité entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça dit ? Bien, je crois que ça indique qu'il ne redoute plus le Covid, ou ça indique qu'en ce moment, il n'y a pas de danger particulier du Covid en Russie, pas plus que chez nous ou à Washington. À mon avis, il était terrifié par l'idée du Covid. N'oubliez pas que c'est un chef d'État qui a un goûteur,
qui fait goûter chacun de ses plats. Ça commence par son thé le matin. Et donc, il vit comme ça, dans une sorte de paranoïa d'assiégé, ce qui vous donne aussi une idée de la démocratie telle qu'il la pratique. Et donc, je crois que c'est ça que ça veut dire. Après que le Covid a coûté des centaines de milliers, sans doute, de vies en Russie, du fait de l'incapacité des Russes à fabriquer leur vaccin ou à le faire fabriquer à l'étranger, et du fait sans doute du faiblesse de ce vaccin. Je vous rappelle à ce propos que ce vaccin, le Spoutnik, Madame Le Pen nous le recommandait et accusait le pouvoir français d'aveuglement idéologique et de nous priver d'un instrument de lutte contre le Covid, en nous privant de ce médicament qui s'appelait le Spoutnik. Le Spoutnik, il volait pas très haut. Je voudrais rebondir sur la référence à Marine Le Pen qu'a fait Alain. Cette interview, donc, elle est faite pour le public américain, mais est-ce qu'elle peut apporter de l'eau au moulin des défenseurs de la Russie en France, Jean-Marie ? Bien sûr, quand il dit qu'il a des contacts bilatéraux, quand il dit que la Pologne et les États baltes n'ont rien à craindre, voilà, il prêche des convaincus. Donc c'est sûr que jusqu'à présent, le parti pro-russe faisait plutôt profil bas, mais la conjonction de certains scrutins en Europe, d'une part, et de la perspective de Donald Trump, d'autre part, va réveiller chaque jour davantage ce parti qui va se montrer peut-être davantage sous son vrai jour. Merci Alain, merci Jean-Marie. Avant de nous quitter, un conseil culture rapide, celui d'aller voir La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer au cinéma, et encore plus peut-être de lire le livre à l'origine du film de Martin Amis. Jean-Marie, vous avez particulièrement aimé le film ? Oui, c'est un film assez exceptionnel qui nous montre au fond la réalité, la vraie réalité de ce qui accompagnait la Shoah, c'est-à-dire une complicité de tous les instants du reste de la population. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr, et cette semaine vous nous parlez. Cette semaine, je parle de l'état de la démocratie dans le monde. Il n'est pas si désastreux qu'on le dit, il n'y a pas de fatalité en la matière, et les démocraties libérales à l'occidental sont encore celles qui séduisent le plus grand nombre, en dépit de ce qu'on pourrait penser. Et bien voilà qui est fort rassurant. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi sur France 24. Là c'est plus modeste, c'est le nouveau gouvernement. Mais ça a son importance. Oui, ça a son importance, mais disons que ça provoque moins de réflexion. Même si la France est une puissance moyenne. Si longue attente, il fallait bien la célébrer un moment. Merci Alain, merci Jean-Marie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.